Je sais Oui, pas. je pense que... Good. J'ai Alors, pas encore entendu Eric. Oui, je suis là, je sais pas si tout le monde m'entend. oui, on vous entend très bien. Enchanté, monsieur Eric Duby. Parfait. On peut commencer si vous voulez. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Oui, on peut déjà commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent pour ce webinaire de ABI. Alors, on va démarrer notre webinaire. Donc, moi, je me présente déjà. Je m'appelle Binta Ngom. Je suis fondatrice de l'entreprise Bleu comme la mer. Alors, Bleu comme la mer est une entreprise de distribution de produits halieutiques et qui est la première entreprise au Sénégal, tout commerce confondu, qui a accepté les bitcoins comme moyen de paiement. Alors, à la base, j'ai fait une formation en gestion management. Je pense que je peux allumer la cam maintenant, jusqu'à présent. Alors, à la base, j'ai fait une formation en gestion management et c'est après la licence 3 que j'ai commencé à travailler en 2017. Et c'est dans ce travail-là que je suis tombée sur Bitcoin. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. Donc, j'ai approfondi des recherches et ce qui m'a amené aujourd'hui à parler de ce sujet, à m'intéresser surtout à la technologie blockchain, au Bitcoin en particulier et à d'autres cryptos au passage. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler même de blockchain, de la technologie blockchain, de toutes les opportunités qu'il y a autour de la technologie. Donc, et on a parmi nous des experts de cette technologie qui vont nous partager leur expérience et leurs connaissances dans ce panel. Alors, euh, je vais donner la parole à Monsieur Eric Dibi, pardon, c'est comme ça? Oui, c'est bien ça. J'ai bien prononcé votre nom? Oui, si vous l'avez bien prononcé. Voilà, Merci. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je ne sais pas si je peux mettre ma caméra pour que les interlocuteurs me voient. Je vois que l'animateur l'a arrêté. oui, Si oui, j'ai essayé vous d'activer la l'activez. mienne, mais apparemment, c'est Comme ça, je pense que ce ouais, sera plus facile pour les interlocuteurs de mettre en visage parfaitement. leur posture. Je vais leur demander de Super. d'activer. Donc, merci à tous d'être présents. Moi, très rapidement, pour résumer un peu mon parcours, moi, je suis issu du secteur financier. J'ai fait toute ma carrière dans des banques d'investissement en France et j'ai rejoint l'aventure de la technologie blockchain parce que j'ai bien compris que c'est une technologie qui avait quand même une utilité au-delà des idées d'investissement, une utilité pour tenir des informations, une utilité pour automatiser des transactions. Et donc, après mes expériences professionnelles, j'ai décidé de créer pour ma part une société. Et cette société est basée en Afrique, elle est spécialisée dans le développement technique d'applications blockchain et dans la promotion d'une nouvelle économie numérique. Donc, Hum, j'aurai peut-être l'occasion de vous entretenir de manière plus élargie sur les cas d'usage de la technologie et éventuellement pour vous présenter en détail cette technologie et éventuellement comment elle peut représenter un intérêt en Afrique. parfaitement. Alors, merci, Monsieur Eric Dibi, d'avoir pris le temps de participer en tout cas à ce webinaire et de nous partager tout à l'heure votre expérience et vos connaissances sur la technologie blockchain. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Gwenel. C'est comme ça, je pense. Je prononce bien. C'est plutôt Gwenel, mais c'est pas grave. Je réponds Ah, aussi quand OK. on dit Gwenel. Alors, Gwenel de Souza. Donc, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez vous présenter aussi et Merci, comme ça Bianca. qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Moi, je vais faire comme Eric. Mhm. Rapidement, je m'appelle Gwenel, c'est de Souza. Donc, je suis un entrepreneur et moi, je représente la startup Blockbridge qui est basée au Gabon et qui milite aussi pour la blockchain en Afrique.
Afrique et déjà en Afrique centrale. Donc, moi, j'ai plutôt un background tech. J'ai étudié les télécommunications et les réseaux informatiques à Londres, en Angleterre. Et je suis tombé dessus un peu vers la première fois sur Bitcoin en 2012. J'y ai pas vraiment prêté attention. Et ensuite, en 2016, j'ai commencé vraiment à regarder ce que c'est ensuite la technologie blockchain et les cas d'utilisation qu'il pouvait y avoir. Donc, voilà un peu pour résumer brièvement mon expérience dans l'univers tech et particulièrement la blockchain. Donc, depuis, je pense, 2 ans maintenant, je suis le représentant Afrique francophone pour la Pan African Tech Foundation, qui est basée à Londres et qui aussi travaille qui est représenté dans plusieurs pays africains pour qu'on puisse en savoir beaucoup plus sur la technologie blockchain et qu'on puisse la mettre en pratique principalement en Afrique. Donc, Cool. C'est excellent. Je pense qu'on a de grandes pointures aujourd'hui dans notre panel, en tout cas, et j'espère que votre expérience va pouvoir aider à d'autres personnes aussi de s'orienter dans ce type de j'espère. technologie, de nouvelles technologies-là. Merci à vous aussi d'avoir pris l'initiative et le temps de participer à ce panel. Alors, on va s'attarder, rentrer dans le vif du sujet et pouvoir décortiquer les opportunités autour de la technologie blockchain. Alors, tout d'abord, certainement, il y a des novices qui vont nous écouter, donc qui ne comprennent pas forcément c'est quoi la technologie blockchain, c'est quoi blockchain pour vous. Donc, comment ils peuvent définir la blockchain pour pouvoir le recadrer dans son contexte et pouvoir voir de leur côté les opportunités autour de cette technologie. Alors, tout d'abord, on va commencer par donner une définition basique à ces personnes-là de la blockchain. Donc, on va commencer par Monsieur Eric Deby. Donc, pour vous, c'est quoi la blockchain? Très bien. Moi, je vous remercie. Pour mieux définir la blockchain, j'irai sur 2 définitions. Une définition un peu plus technique qu'on pourrait tous retrouver sur Wikipédia ou sur Google. Et à partir de cette définition un peu technique, j'essaierai de la rendre un peu plus fluide pour que tout le monde puisse comprendre. De prime abord, on dit que la blockchain est une technologie. Très bien. Autant Internet est une technologie, la blockchain est aussi une technologie. C'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui prend la forme d'une base de données qui a la particularité d'être sécurisée, transparente et partagée simultanément avec tous les membres du réseau. Ça, c'est des mots très compliqués. Au départ, parlons de technologie. La technologie Internet, telle que vous la connaissez, c'est une technologie d'information. Donc, Internet, la technologie Internet a permis de démocratiser l'information. Autant aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut accéder à l'information, tout le monde peut s'envoyer de l'information, autant la blockchain est plutôt la technologie de l'Internet de la valeur. Là, on n'est plus sur de l'information, mais on est sur de la valeur. Donc, aujourd'hui, la blockchain est en sorte une technologie qui permet d'accéder facilement à de la valeur, de transférer de la valeur et de représenter de la valeur. C'est la raison pour laquelle, dans la définition, vous avez une technologie de stockage, de transmission d'informations. Donc, on transmet des informations, ce sont des informations qui ont très souvent de la valeur. Après, la particularité d'Internet aussi, si on revient toujours à la technologie d'Internet, lorsque, par exemple, vous mettez à disposition une information sur Internet, la plupart du temps, je vais vous donner un exemple simple, quand vous envoyez un fichier Word à une personne, vous n'envoyez pas l'original du fichier, vous envoyez une copie du fichier puisque l'original reste sur votre ordinateur. Avec la blockchain, c'est différent. Lorsque vous envoyez quelque chose sur la blockchain, c'est l'original que vous transmettez. Donc, il y a le principe de la double dépense qui est résolu par la technologie blockchain. Après, un autre exemple qui va vous permettre de bien comprendre un peu ce que c'est que la blockchain, notamment quand on parle de base de données et d'informations sécurisées. Lorsque, par exemple, vous créez un site Internet et que vous créez une infrastructure basée sur l'Internet de l'information, vous créez une base de données. Et à cette base de données, vous pouvez la modifier comme vous voulez, en fait.
La différence de la blockchain, c'est que crée aussi une base, mais par contre, vous ne pouvez pas modifier cette information comme vous le souhaitez. Cette Parfaitement. information est rentrée de manière immuable sur un registre. Mhm. Donc, pour résumer, la blockchain est une technologie qui permet de représenter tout ce qui a de la valeur, de transmettre tout ce qui a de la valeur et aussi de conserver des informations de manière sécurisée et immuable. Donc, pour faire une définition simple, autant Internet est la technologie de l'information, la blockchain est la technologie de la valeur. Mhm. Je ne sais pas si c'est un peu clair pour tout le monde, cette explication. Parfaitement. Bon, on va revenir de toute façon sur les questions à la fin du panel. Mais pour le moment, donc, juste pour éclaircir et bon, pour les novices qui vont nous écouter aussi, c'est bien de leur donner quelques définitions pour qu'ils puissent être dans le débat. Alors, en complément, Monsieur Guenel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette définition pour plus apporter de clarté pour nos auditeurs? Non, je pense que Eric a été très clair dans ses propos. Il nous a expliqué ce que c'est, les Mhm. origines. Et donc voilà, aujourd'hui, Internet était vraiment vaste. La blockchain permet d'avoir un peu plus de sécurité, sinon beaucoup plus de sécurité, de la Mhm. transparence et des cas d'utilisation plus complexes. Mhm. Donc je pense que c'est tout ce que je peux rajouter en complément de ce qu'il a dit pour euh, rester, euh, pour rester dans la définition simple de la blockchain parce que Parfaitement. on peut très vite aller dans des choses compliquées. Dans des termes un peu plus techniques, ce sera très compliqué Oui, à gérer. Alors, on va rester avec vous, Monsieur Guenel, donc pour la question suivante. Donc, et nous, on va orienter cette fois la blockchain dans tout ce qui est finance. Donc, mhm, quand on parle de blockchain, donc ça touche euh, en grande partie le monde de la finance. Et en Afrique, on sait comment ça se passe avec les banques, etc. Donc, pour vous, comment la blockchain peut-elle bouleverser ce monde de la finance-là, surtout en Afrique francophone? Euh, alors, je pense qu'en termes de secteur financier, parce que c'est le secteur qui est le plus utilisé dans le cas de la blockchain, à ma connaissance, je pense qu'il y a des choses à faire qui pourraient faire en sorte qu'en Afrique francophone, on pourrait être gagnant de cette innovation. Euh, et comme je disais, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé d'autonomie. Je pense que l'une des choses en termes de finances qui pourrait être la plus intéressante, c'est la réduction des coûts. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, et je pense même aussi que c'est un sujet en Afrique anglophone, il y a beaucoup de rémittances. Et mhm, il y a des personnes qui vont étudier à l'étranger, il y a des personnes qui décident même de partir de l'Afrique pour aller dans d'autres pays. On a de la famille un peu partout, donc même en Afrique, au-delà du monde entier. parfaitement. Donc, donc la blockchain, par exemple, nous permettrait de réduire les frais que Mhm, nous connaissons aujourd'hui lorsque nous faisons des transactions financières, surtout dans d'autres pays. Donc, je pense mhm, qu'on parle de rémittance. Je pense qu'en termes de transactions aussi, on pourrait avoir des transactions beaucoup plus faciles. mhm, Pour, par exemple, aujourd'hui, si je décide d'envoyer de l'argent à quelqu'un au Bénin ou au Togo ou en Côte d'Ivoire, je devrais certainement passer par un Western Union ou un MoneyGram. Donc, il mhm, faudrait se rendre dans une agence, avoir une pièce d'identité valide, mhm. euh, avoir les coordonnées de la personne. Alors qu'aujourd'hui, avec de la blockchain, ça pourrait être instantané, sans forcément passer par des intermédiaires qui, au passage, me prendraient des frais. Donc, Extrêmement. Beaucoup de frais même. oui, 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 parce que tous les mois déjà au Gabon,
je paye des frais. Ensuite, la personne qui va recevoir aussi paye des frais. Donc, tous les intermédiaires qui sont inclus dans le processus doivent, Mhm, au lieu d'un échange direct que la blockchain nous permettrait de faire déjà aujourd'hui. mhm. Donc, je pense que il y a pas mal de restrictions et il y a pas mal de limites dans le système traditionnel actuel dont pourrait bénéficier l'Afrique francophone à travers la blockchain. Parfaitement, parfaitement. Donc, c'est très clair. Donc, pour vous, vous pensez que pour la technologie blockchain, ça peut changer énormément de choses par rapport surtout aux frais de transaction et à la rapidité des transactions qu'on est en train de faire avec les instituts financiers traditionnels, la banque ou bien que ce soit les Western, etc. Donc, Bien sûr, quand on utiliserait la blockchain, ça pourrait augmenter la rapidité et réduire les frais de transaction, surtout pour les transactions qui se passent entre l'Afrique et les pays occidentaux. bien sûr. Résumé. Voilà. Donc, je vais reprendre la même question avec Monsieur Dibi. Alors, pour vous, comment la blockchain pourrait bouleverser le marché financier en Afrique francophone? Très bien, je vous remercie de votre question. D'abord, il faut savoir que le secteur de la finance est fortement sensible à la technologie. Si on prend un peu un historique du secteur financier, dans les années 1950-1960, les cartes bancaires n'existaient pas. Mhm, Ensuite, les banques en ligne n'existaient pas. La technologie a vraiment impacté et impulsé le secteur financier pour son développement. Donc, mhm, à chaque fois que les nouvelles technologies arrivent, elles contribuent à l'amélioration et à la facilitation de l'accessibilité aux services financiers. Donc, cette technologie que nous connaissons, la blockchain, c'est une technologie qui permet c'est une technologie où la valeur est le point central de son utilisation. Et dans le secteur financier, comme on le sait, on ne parle que de valeur. Voilà. mhm, Quand vous envoyez 1000 francs à quelqu'un, c'est de la valeur que vous envoyez. Quand vous accédez au marché financier, vous achetez des actions, c'est de la valeur que vous achetez. Donc, la blockchain pourrait positivement impacter le secteur financier, mais en aucun cas être un danger pour le secteur financier, plutôt un atout et un allié. En ce sens où la blockchain permettrait de faciliter l'inclusion financière. Quand on parle d'inclusion financière, on entend par là la facilité d'accès aux produits et aux services financiers. En Afrique francophone, très simplement, on a un manque criant d'accès aux produits d'investissement. Les OPCVM, les actions, c'est difficile d'y accéder au fait. Alors qu'avec la blockchain, on pourrait représenter de manière numérique toutes ces mhm, valeurs-là, les actions, les produits de prêt, les produits d'épargne. Et mhm, vu que tout le monde a plus ou moins accès à Internet, ça permettra de faciliter l'accès à ces produits-là. Par ailleurs, il faut savoir aussi que dans le secteur financier, on a besoin de tenir des registres. Les registres, c'est très important. Les registres des transactions pour vérifier on peut remonter une historique de transactions. On a aussi besoin de traçabilité sur les flux financiers pour parfaitement. éviter le blanchiment, pour être sûr que les fonds sont utilisés et ne servent pas au financement du terrorisme. Et quand on Mhm, sait que la technologie blockchain est une technologie qui permet de stocker des informations de manière immuable, c'est-à-dire vous ne pouvez pas modifier une transaction, donc mhm, avec la blockchain, les transactions seront plus sûres et historisées de manière immuable. mhm, Et par ailleurs, la technologie permettrait d'assurer une certaine traçabilité sur les flux financiers. Et donc là, ça permettra vraiment d'improve le travail du régulateur. Donc, pour résumer très rapidement, la blockchain est vraiment la technologie sur laquelle s'appuiera la finance de demain pour qu'elle mhm. puisse être accessible à tout le monde et qu'elle puisse être beaucoup plus transparente avec des données de qualité. Mais en aucun cas, la blockchain n'est un risque pour le secteur financier. Et vu que dans l'Afrique francophone, c'est déjà très difficile pour nous d'accéder à des services financiers de base. Mhm. Donc, en essayant de mettre en œuvre ou d'utiliser cette technologie, je pense qu'elle pourra faciliter l'inclusion financière et la digitalisation des paiements, comme l'a bien souligné Gwenaël, au-delà de la représentation numérique des produits d'investissement, du stockage de manière sécurisée de l'historique des transactions, de la traçabilité des flux financiers, et bien la blockchain pourra nous permettre aussi de digitaliser les paiements.
D'accord, parfait. Alors, on va rester avec vous, hein, donc avec vous, Monsieur Dibi. Alors, pour la question suivante, parce que c'est juste une continuité par rapport à la question suivante. Vous venez de nous parler de tous ces changements-là qui peuvent impacter le secteur financier par la blockchain. Donc, ça revient juste à nous demander maintenant, est-ce que ce secteur est en danger ou bien que ça viendrait juste en complément à ce qui existe déjà. Est-ce que le secteur financier tel que nous l'avons connu depuis jusqu'à aujourd'hui est en danger à cause de la blockchain? Alors, pas du tout, le secteur financier n'est pas en danger, mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de nouveaux acteurs qui vont apparaître. Donc, je dirais, ce sont les acteurs traditionnels qui se sentiraient peut-être menacés par l'apparition de nouveaux acteurs. Et je pense qu'il y a tout intérêt pour eux de s'allier à ces nouveaux acteurs-là pour contribuer à faciliter l'accès aux services financiers. Parfaitement. Mais le secteur financier n'est en aucun cas en danger, bien au contraire, le secteur financier s'améliore sur l'impulsion de la technologie. Parfaitement, parfaitement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Guenel, quel est votre avis par rapport à cette question-là? Pensez-vous que le secteur financier est en danger ou bien que la blockchain viendrait juste renforcer les capacités du secteur du secteur financier tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui? Je pense que le terme danger, c'est un terme un peu fort, mais ce qui va se passer, c'est que la finance, et ce qui va se passer, c'est qu'on aura deux types de finances. On aura la finance traditionnelle d'un côté et on aura la finance décentralisée, donc qui s'appuie sur la technologie blockchain. Et comme Eric disait, étant donné que c'est une finance orientée vers le futur, ce qui va se passer, c'est que il y aura des victimes, donc des personnes du système financier traditionnel qui vont se retrouver lésées et qui ne vont pas forcément réussir à s'imposer comme le fait aujourd'hui la finance décentralisée. Donc, la finance a de beaux jours devant elle et il faut juste que les acteurs puissent soit dans un premier temps s'adapter aux changements qu'on est en train de voir avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies et, euh, et, euh, et faire en sorte que euh, qu'ils ne bloquent pas en fait l'arrivée l'arrivée de de toutes les innovations qui pourraient découler de l'utilisation de la blockchain. Donc, voilà un peu ce que je dirais euh, pour résumer mon point là-dessus, tout en sachant que la finance reste la finance, les transactions financières, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on peut pas vivre sans. Donc, il faudrait juste que, surtout chez nous en Afrique francophone, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où les uns bloquent les autres parce qu'ils veulent pas bouger. Parfaitement, vous avez parfaitement raison. Alors, c'est quand même bizarre de pouvoir dire que la blockchain va faire disparaître le secteur financier. C'est quelque chose qui a existé depuis qu'on est là, en fait. Et je pense que ça peut venir qu'en renfort, mais pas forcément faire disparaître. Alors, peut-être ceux qui vont disparaître, c'est ceux qui vont pas s'adapter et Bien sûr, qui vont dire que qui vont tourner le dos à la blockchain et qui vont pas s'adapter à la technologie parce que la technologie, qu'on le veuille ou pas, elle va évoluer, elle va continuer à évoluer. Donc, ouais. il faut juste s'adapter pour qu'on puisse continuer à bénéficier de ces opportunités. Alors, pour Mm. la question qui va suivre, peut-être on a même anticipé sur cette question-là, c'est comment la technologie blockchain maintenant peut impacter, l'impact qu'elle aura sur le secteur financier. Alors, c'est un peu
similaire à la question, à la première question, mais ici, on va parler surtout des impacts qu'on aura sur l'industrie financière en Afrique francophone. Voilà, donc je vais laisser à M. Dibi de revenir sur cette question-là avant de passer la parole à Guenel. Et je vous remercie. Bah, écoutez, il y aura plusieurs impacts. Hein. De prime abord, on ne peut pas vous dire ça, une liste d'impacts. Mais si aujourd'hui tous les acteurs financiers intègrent l'infrastructure blockchain, surtout dans les systèmes de core banking, il y aura un impact positif. Et là encore, faut-il que le régulateur valide l'utilisation de cette technologie. Aujourd'hui, par exemple, quand vous allez à votre banque, par exemple, en Afrique, on ne propose que des produits de banque de détail, alors que le secteur financier a plusieurs strates. Il y a la banque de détail, il y a la banque privée et il y a la gestion d'actifs beaucoup plus haut. Et donc, pour accéder à tous ces strates, en tout cas de la finance, il vous faut un compte bancaire simple, dans un premier temps, pour l'argent que vous avez. Il vous faut ce qu'on appelle un compte titre. C'est un compte qui se distingue un peu du compte SPS, dans le sens où ce compte vous permet que de conserver des titres. Et après, si vous voulez, par exemple, intervenir sur les marchés financiers, si vous êtes un émetteur, vous émettez des actions, il vous faut un compte dépositaire. Là, on est encore dans un autre niveau beaucoup plus haut. Et donc, aujourd'hui, on voit que pour accéder déjà, le particulier lambda en Afrique francophone ne sait déjà pas c'est quoi un compte titre. Pourquoi? Parce que la paperasse, les procédures pour accéder à ce type de compte sont beaucoup plus compliquées. Alors qu'avec la blockchain, il vous faudra juste avoir un wallet pour avoir à la fois un compte espèce, un compte titre, et pouvoir accéder, pourquoi pas directement, à un compte émetteur si le dépositaire accepte d'utiliser cette technologie. Donc, ça permettra en une seule procédure d'accéder à toute une panoplie de services financiers. Un autre impact encore qui peut être très intéressant, c'est au niveau de la transparence, excusez-moi, au niveau de la transparence et du suivi des flux financiers. En Afrique francophone notamment, on utilise beaucoup d'espèces. L'espèce ne permet pas la traçabilité. Et l'espèce permet voilà, le blanchiment et tout ce que vous voulez. Alors qu'avec la blockchain, tous les flux que vous faites, en tout cas si toutes les transactions sont digitalisées, tous les flux que vous faites sont traçables au centime près. Et donc, ça permettra d'instaurer beaucoup plus de confiance. Donc, l'impact sur ce secteur-là, c'est que ce secteur financier donnera beaucoup plus confiance aux particuliers ou aux gens qui l'utilisent, puisque quand ils effectuent une transaction, ils pourront la vérifier à la minute. Aujourd'hui, quand vous effectuez une transaction sur votre compte titre, là, je n'en parle pas parce que les comptes titres, ça existe très bien en Afrique. Déjà, pour pouvoir vérifier le solde de votre compte, c'est compliqué. Il y a quelques banques qui proposent voilà, le système de banque en ligne, mais ça, c'est un service qui doit être basique et simple. Donc, voilà, avec la blockchain, vous n'aurez plus besoin d'avoir un accès banque en ligne, banque en ligne. C'est bon, à partir de votre adresse publique, à partir de votre portefeuille basé sur cette infrastructure, vous pouvez vérifier et gérer vous-même vos propres comptes à la seconde et vous pouvez voir vos transactions. Donc, voilà un peu quelques impacts très simples et très rapides que moi, je vois sur ce secteur, le secteur bancaire et financier en général. Après, il y a un point aussi qui est très important. Dans le cadre du financement, les financements internationaux et les financements publics. Voilà. Si tous ces financements étaient basés sur la blockchain, en fait, on aurait toute une traçabilité de ces financements et ça pourrait rassurer les bailleurs internationaux, par exemple. Donc, voilà en quelques lignes. Les impacts sont très longs. On ne pourrait pas tous les citer, mais j'essaie juste de donner quelques exemples pour éclairer nos auditeurs. Parfaitement. Et c'est pour ça qu'on a deux panélistes en même temps. Donc, quand vous donnez une partie, parce que le débat est tellement large, donc juste sur les impacts, ça, c'est tout un webinaire d'une journée. Donc, je pense qu'on ne pourrait pas parler de tout ce qu'il y a comme impact sur le secteur financier que la blockchain pourrait avoir. Donc, on va passer la parole à M. Guenel pour pouvoir nous
apporter encore d'autres impacts que la blockchain pourrait apporter à l'industrie de la finance? Moi, je pense que je vais pas être trop loin de ce qu'Eric disait ou de ce que tu disais, Bineta, parce que je pense que les impacts pour moi seront progressifs. Aujourd'hui, par exemple, on parle euh, dans notre cas en Afrique, on parle d'épargne, où certaines startups ont commencé à proposer des produits d'épargne à travers les crypto-monnaies, donc sous couvert de la technologie blockchain. Mhm, Des moyens de paiement aussi. On a par exemple Bleu comme la mer qui propose des paiements en Bitcoin pour ces différents produits. Et il y en a beaucoup d'autres qui ont rejoint ça. Et les échanges aussi, où certaines entreprises, certaines startups proposent des services d'échange à travers les crypto-monnaies. Donc, on parle déjà un peu de rémittance et c'est toutes ces choses-là qui pour moi, lancent un peu le début d'un impact fort de la technologie blockchain en Afrique francophone. Et après, comme dans d'autres pays déjà beaucoup plus évolués, on pourrait peut-être avoir accès à des choses comme des microcrédits ou des prêts en direct entre vous et moi sans avoir à passer par un intermédiaire et même peut-être du financement participatif où je me rappelle dans les années 2016-2017, il y avait énormément de levées de fonds qu'on appelait des ICO euh, qui étaient, euh, qui étaient pour moi dans la plupart des cas du financement participatif parce qu'on appelait directement les investisseurs et on ne passait pas par un organisme. On faisait un contrat intelligent et on demandait à tous ceux qui voulaient investir dans, dans un projet d'envoyer ses Ethereum, ses Bitcoins, etc. pour pouvoir financer. Donc l'impact est progressif, l'impact se fait et aujourd'hui, on pourra, on pourrait aller plus vite et on pourrait faciliter des choses comme les commerces parce que je pense que euh, on fabrique des choses locales intéressantes et on propose des produits locaux intéressants qui, qui, qui pourraient facilement être exportés si les moyens de paiement qui sont proposés sont, sont sécurisés et s'il y a de la transparence et si on peut avoir plus de confiance là-dessus. Donc voilà rapidement pour compléter la réponse d'Eric. mhm. Parfaitement. Et vous avez énuméré un mot qui est très important aussi à retenir quand on parle de blockchain, on parle de confiance. Donc, à côté, Monsieur Dibi a parlé de transparence. Alors, cette transparence-là, on la retrouve pas forcément aujourd'hui dans le système financier qu'on connaît. C'est très opaque, alors que la blockchain peut participer à apporter beaucoup plus de transparence dans ce secteur-là. Alors, vous avez aussi énuméré le point que ça peut permettre à une plus grande facilité de l'accès au financement. Je pense que M. Déby aussi en a parlé. Et ce sont des points très importants que malheureusement, les gens ne se rendent pas compte de ces opportunités qu'ils peuvent saisir avec cette technologie blockchain-là, d'où l'importance de pouvoir même renforcer nos capacités sur ce genre, sur cette nouvelle technologie qui peut vraiment changer des choses et qui peut apporter beaucoup de bénéfices aux populations.
africaines, surtout aux populations francophones, d'Afrique francophone. Alors, on est arrivé à mi-temps de notre webinaire et on va passer maintenant au use case, au cas d'usage. Alors, jusque-là, on a parlé du secteur financier, mais la blockchain ne se résume pas seulement à tout ce qui est finance, à tout ce qui est argent. Donc, elle peut toucher encore plus de secteurs d'activité. Donc, vous, en tant qu'expert et qui travaille dans ce secteur de la blockchain depuis un moment, est-ce que vous en connaissez des cas d'usage que vous pouvez nous énumérer ici et nous expliquer leur business model, dans quel secteur ils sont et comment ils travaillent avec la technologie blockchain? Monsieur Guenel, je vais vous donner la parole. Alors, ça va être très difficile de parler de cas d'usage non financiers. J'en ai pas. Je sais qu'au Ghana, je me rappelle plus, à un moment, ils voulaient se lancer dans ce qu'on appelle les titres fonciers, donc dans l'immobilier, C'est ça. et pouvoir les répertorier sur la blockchain. J'en entends plus beaucoup parler. Et, et donc, euh, euh, en tout cas, je vais laisser Eric répondre à la question parce qu'aujourd'hui, être entrepreneur, les finances aujourd'hui, c'est ce qu'il faut en fait pour être entrepreneur. Je pense que ce soit en Afrique ou dans n'importe quel pays du monde. Donc, je pense que c'est pour ça que même au niveau de la blockchain, c'est d'abord les services financiers qui sont déjà en train de se structurer, de s'organiser, Parfaitement. d'avoir un maillon fort avant de pouvoir permettre aux autres de rentrer en jeu. Je sais que euh, je sais que j'ai vu certaines personnes, certaines startups s'orienter vers les élections, par exemple, de proposer des modèles d'élection avec la blockchain comme euh, pour pouvoir avoir plus de transparence, etc. Euh, il y avait les identités aussi, pouvoir permettre que les cartes d'identité, que les passeports, toutes ces choses-là, les actes de naissance soient répertoriés euh, sur une, euh, sur une blockchain et qu'on puisse, qu'après, ce soit plus simple de faire de la traçabilité parce qu'aujourd'hui, au Gabon, par exemple, il faut aller à la mairie, ils doivent aller dans une grande salle, ils doivent aller chercher euh, le document au fond d'un carton. Il y a une souris qui est passée par là et qui a déjà grignoté dessus. Je sais que toutes ces initiatives-là, euh, euh, elles veulent démarrer. Il y a beaucoup plus de personnes qui y pensent, mais je pense que l'aspect financier sera très important avant d'aller dans ces use cases. D'accord. Alors, pour vous, vous êtes plutôt du côté de la finance. Donc, vous pensez vraiment que c'est ce secteur qui va être plus impacté que d'autres, bien que vous nous avez énuméré certains cas d'usage qui ont existé. Et celui du Ghana, je pense qu'il n'existe plus parce que, bon, je pense que le projet n'a pas forcément abouti. Mais bon, Mhm. on va donner la parole à Monsieur Dibi. Peut-être il va nous éclaircir sur d'autres projets qui ont déjà fait J'espère. leur preuve dans ce secteur-là et qui ne sont pas forcément dans la finance. Bah, au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau régional, en tout cas en Afrique francophone, il n'y a pas réellement de projets qui ont émergé et qui ont eu un succès. Et cela est dû à deux facteurs. Le premier facteur, c'est qu'il y a une méconnaissance de la blockchain. Donc, si vous allez faire un projet de blockchain, quel que soit le secteur d'activité, les gens ne comprendront pas. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quasi une réglementation quasi inexistante pour encadrer ce type de projet. Donc, en Afrique francophone, moi j'ai vraiment pas les datas, j'ai pas les données de projets ayant eu du succès, mais j'ai eu des échos d'idées qui ont été faites. Cependant, il y a un projet qui a vu le jour, mais
exploité par une banque centrale. C'est la banque centrale du Nigeria, c'est le Naira. Et donc, ça, c'est une initiative louable. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu le Naira? Je ne sais pas trop. Maintenant, plus globalement et plus généralement, à l'échelle mondiale, en tout cas dans les pays ou dans des régions qui ont pu encadrer ou impulser l'usage de la technologie blockchain, on retrouve beaucoup des cas d'usage dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est épargné par la blockchain, comme je vous le disais. La blockchain, c'est une technologie. Internet, c'est une technologie. Au départ, Internet, on pensait qu'Internet allait être utilisé que pour des emails. Internet allait remplacer la poste, ou Internet allait faire disparaître la presse. Mais aujourd'hui, tous les cas d'usage d'Internet, on les voit grosso modo dans tous les secteurs où on travaille, même dans notre quotidien, on a besoin d'Internet pour travailler. Et la blockchain, au niveau de ces cas d'usage, en fait, faut comprendre que dans tous les secteurs, on peut y mettre de la blockchain. Du moment où on a besoin de sauvegarder des informations de manière sécurisée, du moment où on a besoin de représenter de la valeur et de la transmettre, la blockchain peut être utilisée facilement. Je vais vous donner un exemple simple. Dans le cas de l'éducation. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes diplômé d'une école ou que vous êtes diplômé d'un institut, comment vous faites pour le prouver? Je ne sais pas, il faut envoyer le diplôme papier, bref, ou il faut appeler l'école pour vérifier. Avec la blockchain, il suffira juste de représenter de manière numérique votre diplôme sur une blockchain. Puisque la blockchain est ouverte et transparente, vous aurez juste qu'à communiquer l'adresse du contrat intelligent de votre petit diplôme, ce qui permettra au recruteur ou à toute personne de vérifier ce diplôme. Et ça permettra de conserver de manière immuable et sur une durée illimitée votre diplôme, par exemple. On va prendre, par exemple, le cas de l'agriculture. Dans le secteur agricole, on sait que très souvent, quand on a besoin de produits agricoles, en tout cas, dans certains cas, pas dans tous les cas, on a besoin de certaines informations sur la qualité du produit, on a besoin de certaines informations sur le lieu de culture du produit, voilà, certaines informations sur certaines informations phytosanitaires sur plus ou moins les engrais qui ont été utilisés. On pourrait utiliser la blockchain pour enregistrer ces informations, de telle sorte que tout produit sera identifié par un numéro unique et toute personne qui acquiert ce produit-là puisse, en un clic, rentrer ce identifiant unique sur une blockchain. Et puisque la blockchain permet de stocker des informations de manière immuable, il aura une certaine vision sur cette information. Dans le secteur du sport aussi, la blockchain peut être utilisée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu partout dans le monde. Il y a plusieurs clubs sportifs qui ont essayé de mettre en place un système de participation et un système pour susciter l'intérêt des femmes en émettant des monnaies électroniques. Voilà. Moi, je l'ai fait personnellement avec un club de football en Afrique, c'était quand même une belle aventure. Mais voilà, dans le sport, en tout cas, ou dans le monde de la culture, tout ce qui a de la valeur, comme je le dis, peut être représenté sur une blockchain. Vous êtes artiste, vous avez une œuvre d'art, vous pouvez représenter votre œuvre d'art, et ensuite, vous aurez les droits de cette œuvre d'art sur la blockchain. Donc, en Afrique francophone, pour résumer, j'ai pas connaissance de beaucoup de projets, à part le Inaira, qui a été d'abord une volonté publique, mais dans le monde, franchement, dans tous les secteurs, on peut mettre de la blockchain. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant c'est-à-dire quand vous voulez utiliser la blockchain dans votre secteur, par exemple, je sais pas, on fait pas du copier-coller, vous comprenez, parce qu'il s'agit de comprendre d'abord le processus, ensuite mettre en place un protocole qui permettra, d'automatiser certaines informations, de partager ces informations, parce qu'il faut se poser des questions bien précises. Est-ce qu'on a besoin de partager des informations? Oui. Donc, on peut mettre de la blockchain. Est-ce qu'on a besoin d'informations de qualité, vérifiables, vérifiées et immuables? Oui. Dans ce cas, vous pouvez faire un projet de blockchain. Est-ce qu'on a besoin de se transmettre et s'échanger de la valeur dans notre activité? Oui, alors vous pouvez utiliser la blockchain. Donc, la blockchain ne se limite pas à un secteur unique et peut être appliquée dans tous les secteurs, mais il faut trouver le bon cas, il faut faire la bonne analyse du processus, du procédé et voir s'il y a des échanges de valeurs qui se font. Donc, voilà un peu pour répondre à votre question. Parfaitement. Parce que, bon,
blockchain est devenu un mot très sexy sur les réseaux sociaux, donc on le met dans tous les sauces finalement, alors que c'est pas forcément dans tous les projets qu'on lance qu'on peut implanter la blockchain. Donc, il y a une nécessité. Donc, s'il y a cette nécessité dans le projet qu'on veut lancer, bien sûr, on peut y aller dans la blockchain. Alors, vous avez anticipé aussi en quelque sorte sur la question suivante. C'était très bien. Alors, bon, comme vous l'avez remarqué tous les deux, donc en Afrique francophone, il n'y a pas beaucoup de projets qui ont été lancés, peut-être qui sont lancés, mais qui sont dans l'ombre et qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait leur preuve jusqu'à ce qu'on dise que ce projet blockchain a fait telle chose comme on l'entend dans d'autres pays, comme les pays européens ou bien les pays occidentaux en général. Alors, pour la question qui suivait et dont vous avez donné quelques cas d'usage, c'était est-ce qu'il y en a d'autres cas d'usage qui sont à exploiter en Afrique? Et vous avez cité certains cas d'usage. Même M. Guenel aussi en avait cité quelques-uns par rapport à la numérisation des cartes, etc. Donc, je pense qu'on peut passer cette question parce que il nous reste encore pas beaucoup de temps et on a encore des questions sur lesquelles on doit débattre et apporter des réponses à nos auditeurs. Et il y a quelques questions qui attendent encore. Alors, on va passer aux opportunités et aux défis à la technologie blockchain. Alors, pour vous, Monsieur Eric Deby, quels sont les défis et opportunités de la mise en œuvre de la technologie blockchain en Afrique francophone? Ouais, les défis et les opportunités, bah, écoutez, il y a plein de défis à relever. D'abord, le défi des ressources humaines, parce que déjà, pour faire un projet blockchain, il faut qu'il y ait des ressources humaines compétentes et aguerries pour pouvoir déployer ce projet. Le deuxième défi, c'est le défi de la culturation, en fait, parce que pour qu'un projet puisse voir le jour, pour qu'un projet puisse être construit et être utilisé, il faut que les gens le comprennent. Vous pouvez faire le projet que vous voulez, si les gens ne le comprennent pas, il peut être le meilleur projet du monde, mais il n'aura rien. Et donc, le défi de la culturation doit être peut-être comblé par une action publique, je dirais. Par exemple, que les décideurs s'intéressent beaucoup plus à cette technologie, qu'il y ait des missions parlementaires pour comprendre un peu comment fonctionne cette technologie, que les institutions, en tout cas africaines, au niveau de l'Afrique francophone, s'y intéressent. L'autre défi aussi à relever, c'est le défi, je dirais, technologique plus globalement. Parce qu'on ne peut pas utiliser la blockchain si on n'a pas accès à Internet. Sans Internet, vous ne pouvez pas utiliser une application décentralisée. Obligatoirement Internet. Donc voilà, il faut qu'il y ait quand même un taux de couverture d'Internet très élevé et il faut que la population se familiarise déjà à cette technologie. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on commence à penser à la digitalisation des services. Et on voit maintenant que certaines institutions essaient de créer des sites Internet. Mais cette époque, elle est révolue. Là. Moi, je pense que les sites Internet pour les institutions, ça s'est créé dans les années 2000, 2005. Mais nous, on est encore à ce stade-là. Donc, du coup, c'est quand même un défi à relever pour qu'on passe à l'étape suivante. C'est-à-dire, on est à une étape avant, on est au Web 2. Et déjà, il y a le Web 3 qui existe déjà. Comment passer cette étape du Web 2 en vitesse et aller directement sur le Web 3, ça, c'est compliqué. Et aussi, il y a le défi réglementaire. Comment encadrer, en fait, ces pratiques, ces usages de la blockchain, comment faire en sorte qu'une application blockchain ou éventuellement un contrat intelligent puisse avoir une valeur légale. Par exemple, dans certaines activités, telles que l'activité de l'assurance, comment faire en sorte que l'autorité des marchés financiers reconnaisse un actif numérique qui tokenise, je sais pas, les parts d'une entreprise ou les actions d'une entreprise. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de défis à relever, mais
les deux défis majeurs sont les défis technologiques, c'est-à-dire la facilité d'accès et d'utilisation de l'Internet et la ressource humaine. Ça, c'est vraiment des défis majeurs. En termes d'opportunités, il y a quand même beaucoup d'opportunités, en tout cas pour l'Afrique, notamment pour l'Afrique francophone, notamment dans la digitalisation des paiements. Aujourd'hui, en Afrique francophone, on a un gros problème. On n'utilise pas encore de manière régulière et de manière continue les cartes de crédit. Très peu de personnes ont des cartes de crédit. Pourquoi? Parce qu'il y a un frein. D'abord, le terminal, pour l'utiliser, il coûte cher pour la personne qui va vous donner le terminal. Et la carte de crédit en elle-même, la carte bancaire, pardon, c'est pas la carte de crédit, n'est pas facilement accessible. Donc, d'abord, ça, c'est un frein. Et comment digitaliser les paiements dans ce contexte-là? On a la technologie blockchain qui nous donne une opportunité énorme. On n'aura plus besoin de carte bancaire, on aura juste besoin d'un téléphone, une adresse publique blockchain, on pourra faire des paiements instantanés et des échanges financiers instantanés à moindre coût. Certes, le mobile money a emboîté le pas, mais on connaît aussi les faiblesses du mobile money, en ce sens où, voilà, on ne parle pas des coûts, on ne parlerait pas non plus, excusez-moi, de l'intégrité des données. Parce qu'il est déjà arrivé des gens qui se retrouvent avec un montant énorme sur leur compte qui ne s'explique pas. Il s'est déjà retrouvé des gens qui se sont prélevés sans que cela ne s'explique. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe, hein, mais peut-être ça existera. Je ne sais pas si vous avez une infrastructure pour vérifier en temps réel l'exécution de vos transactions. Voilà. Donc, c'est un peu ces opportunités-là qui se présentent à nous au-delà du paiement. Par contre, il y a une autre opportunité qui est très intéressante, mais je ne crois pas qu'elle puisse voir le jour parce que cette opportunité nous permettra d'instaurer beaucoup plus de transparence dans la démocratie, en tout cas dans la pratique de la démocratie en Afrique, notamment en utilisant le vote électronique, qui est vraiment très transparent parce que votre vote, il est enregistré de manière immédiate et le vote, il est vérifiable, sauf que vous pouvez l'anonymiser. On n'aurait plus de problème sur je ne sais pas, le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Ça risque pas, c'est un projet qui risque de ne pas voir le jour très rapidement en Afrique. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est Afrique une francophone. opportunité pour improve la démocratie en Afrique. Et le premier pays qui décidera de faire ça, je pense que ce pays pourrait être un modèle en Afrique parce qu'il aura franchi le pas pour instaurer beaucoup plus de transparence et d'intégrité. Et il donnera l'opportunité aux gens d'un pays. On ne demande pas forcément que ces élections-là se fassent au niveau national, ça peut être dans les communes, par exemple. Voilà, on peut aller étape par étape. On ne changera pas les choses d'un seul coup. Donc, voilà, en termes de défis et d'opportunités, je vous ai cité quelques cas très rapidement. Je ne sais pas si j'ai entendu la question. Bien sûr, vous avez vraiment bien répondu à la question. Donc, je vais juste passer encore la parole à Monsieur Guenel qui apportera un complément à cette question. Quels sont les défis et opportunités qu'apporte la blockchain en Afrique francophone? Je ne vais pas parler, merci Bineta, je ne vais pas parler d'opportunités parce que je pense qu'on en a longuement parlé depuis le début, notamment dans la finance et tous les autres cas d'usage de la blockchain. Je vais beaucoup plus me concentrer sur les défis et, et notamment deux. En premier, l'éducation, parce que dans des pays plus développés, l'arrivée de la technologie blockchain, c'est un peu une suite logique de... J'entends un écho. Je ne sais pas si je sais pas si je suis le seul. Alors, c'est Gwenal, je pense que c'est bon, tu peux continuer. Je pense que Bineta, il faut juste couper ton micro parce que tu es connecté sur deux supports. Si je me trompe. Apparemment. Donc, je disais les personnes dans certains pays héritent un peu, enfin, héritent de la blockchain un peu comme une suite logique de plusieurs développements au niveau technologique qui,
qui sont arrivés. Donc, en Afrique, que ce soit Afrique francophone ou en Afrique anglophone, il y a quand même ce défi qui se pose de, de, du fait qu'il y ait, je vais donner un chiffre au hasard, 80% des populations qui doivent apprendre en fait du, du début, en fait, euh, comment, comment utiliser la blockchain, que ce soit dans un cas d'usage financier, donc euh, acquérir des cryptos, les envoyer, ou j'ai même pas envie de parler de contrats intelligents, euh, 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 ou même donc de développeurs qui souhaiteraient développer une application basée sur la blockchain, sans côté que là, il faudrait s'y connaître un peu en anglais parce que des choses comme Solidity ou JavaScript, etc., je pense pas qu'on puisse facilement le faire en français. Donc, je pense que l'éducation, c'est un défi majeur parce que euh, pour, euh, pour être, pour vraiment comprendre la blockchain et aller dans le fond des choses, il faut, euh, il faut être bien équipé, je veux dire. Ça me rappelle à une certaine époque quand j'étais dans les crypto-monnaies, je me rappelle si je voulais envoyer des 10 000 à Eric, je devais rentrer une adresse de 30 ou 35 lettres et je devais toujours regarder le début et la fin pour être sûr que je me trompe pas parce que si je me suis trompé, j'ai perdu mes 10 000. C'est J'ai sûr. perdu mes 10 000. Donc je pense que nous, en tant qu'experts et en tant qu'acteurs, que ce soit Eric, que ce soit toi, Bineta, on va faciliter un peu la vie des gens pour qu'ils ne puissent pas arriver à ces choses-là. Et Mhm. du coup, ça me fait arriver à mon deuxième défi, qui est un défi qui est connu de partout, dans le monde entier, pas seulement en Afrique, c'est la centralisation. Mhm. Parce que aujourd'hui, justement, la blockchain, c'est décentralisé, c'est transparent. Mais Mhm. moi, je peux créer mon site Internet. Je dis aux gens que je vends des crypto-monnaies et que voilà, c'est la blockchain, etc. Alors qu'en vérité, tout est centralisé lorsque les gens viennent mettre, euh, viennent mettre, viennent acquérir des fonds ou etc. ou faire des investissements. Je collecte tout et ensuite, voilà. Donc, c'est juste pour dire que pour moi, c'est un autre défi euh, sur la blockchain qui est assez compliqué à résoudre parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont parler au nom de la blockchain et qui vont essayer de passer par ce qu'elle permet d'avoir pour arriver à d'autres fins. Donc voilà, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses. Je vais résumer ça comme ça. Et, euh, et voilà, j'espère qu'on arrivera, à faire de ces défis des opportunités pour l'Afrique. Bien sûr. Bon, j'espère aussi que vraiment ce panel va permettre à ceux qui nous écoutent de pouvoir avoir plus d'idées ou bien plus de connaissances par rapport à ce qui concerne la blockchain en Afrique. En tout cas, il y a ce point culminant très important à retenir qu'il manque encore de potentiel, de compétences en Afrique pour développer ce Ah genre oui, d'application-là. ah, bien Donc, sûr. vous avez relevé ce point-là. Donc, il y a le cadre juridique aussi qui n'est pas encore été très clarifié. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser en termes de régulation. Donc, il y a tellement de défis à surmonter sur ce plan-là que, bon, jusqu'à présent, je pense qu'on est encore
tout au début, donc on est juste en train de commencer à l'adoption de cette technologie-là. Alors, on va mettre un peu en pause nos questions et on va répondre aux questions de nos auditeurs et auditrices qui vous ont posé quelques questions. Alors, on va commencer par la question de Louise Moriane. Alors, elle demande, avec l'impact de la blockchain, les grandes banques, sans compter les microfinances et les banques en ligne, pourraient-elles permettre aux jeunes étudiants ou jeunes travailleurs d'ouvrir un compte sans avoir de revenus réguliers? Alors, je vous laisse répondre à la question. Moi, je vais répondre très vite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un compte d'épargne sans revenu. Donc, pas besoin de la blockchain pour résoudre ce problème. Mais bien entendu, si par exemple, les infrastructures des banques migrent à la blockchain, après, il faut toujours que les banques elles se rémunèrent. Voilà, je pense que dans certains cas, avoir un compte d'épargne, peut-être qu'il y aurait un mix entre le compte d'épargne et le compte courant, mais quoi qu'il advienne, la banque doit se rémunérer et pour moi, c'est pas normal que quelqu'un qui n'a pas de revenus réguliers ne puisse pas avoir un compte bancaire. À minima, il doit avoir un compte d'épargne. Parfaitement. Alors, la question suivante était de Paolo. Alors, il demande comment la blockchain pourrait-elle aider au crowdfunding? Donc, on est toujours dans la finance, donc je pense que c'est une question qui vous parle en quelque sorte. Moi, je pense que en termes de crowdfunding, on pourrait toucher à travers la blockchain un public plus large. Mais en vérité, là, on parle d'un cas spécifique de blockchain. On est en train de parler de crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paolo a envie de lancer une start-up dans la distribution de produits et il pourrait appeler à des investissements de n'importe quel pays dans le monde en proposant un crowdfunding en Bitcoin et en Ethereum et toute autre monnaie, toute autre crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, ça permettrait de traverser les frontières, de, de briser des barrières et de permettre à un public beaucoup plus large de s'impliquer dans son crowdfunding, sa levée de fonds. OK. C'est très clair. Donc, je pense Moi, je peux juste ajouter quelque chose. Aujourd'hui, le crowdfunding, il existe déjà, mais la barrière pour tout le monde, il existe une barrière pour tout le monde de participer au crowdfunding, par exemple, parce qu'il vous faut un moyen de paiement adapté pour financer. Donc, où la blockchain peut aider, vraiment, comme l'a dit PNL pour le crowdfunding, c'est qu'il permettrait d'accepter tous les actifs numériques qui existent. Donc, il n'y aurait plus de barrières de monnaie, de paiement. Mais après, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est que dans le règlement, en fait, par exemple, si on est sur un crowdfunding en dette, par exemple, dans le paiement des intérêts, dans le paiement du nominal de la dette, ce sont des paiements qui pourraient être utilisés via des contrats intelligents. Alors qu'aujourd'hui, je pense que le paiement des intérêts, il est manuel. Il passe par et donc voilà, c'est là où il y aura quelques avantages, en tout cas, à utiliser la blockchain pour faire le cours. Parfaitement. Donc, vous pensez vraiment que la blockchain pourrait vraiment être utile à tout ce qui est financement par crowdfunding? Oui, bien sûr, il n'y a pas de frontières. On Parfaitement. on est libre d'accepter le paiement qu'on veut. Donc, c'est vraiment ce qui est magnifique avec Avec cette la technologie. technologie blockchain. On s'ouvre au monde et on n'a pas de restrictions. C'est vrai que le problème surtout il y a eu le cas aux États-Unis parce que les levées de fonds se faisaient, donc le crowdfunding se faisait un peu n'importe comment. Et après, je pense qu'ils ont une institution qui s'appelle la SEC qui a décidé que, bon, voilà, pour que certaines startups américaines puissent faire du crowdfunding et puissent
obéir à certaines règles, des réglementations, etc. Donc, c'est toujours difficile d'avoir quelque chose de pas très réglementé parce qu'après, il y a d'autres soucis qui viennent avec. Mais c'est quand même bien surtout pour quelqu'un qui est en Afrique, qui veut certainement se lancer dans un projet à impact, de pouvoir se développer encore plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Surtout comment ça fonctionne avec les banques et même, même les business angels, etc. Parfaitement. Alors, pour la question suivante, elle est de M. Zachary Djemé. Alors, lui, il demande, pensez-vous pas que le proof of work, donc là, ça rentre dans les termes plutôt techniques, le C'est proof Eric of qui va répondre. le proof of work est un mécanisme de validation qui est un mécanisme de validation pourrait constituer un frein au développement de la blockchain en Afrique, puisqu'il est énergivore. Alors, M. Eric, quel est D'accord. votre Très rapidement, pour que tout le monde aussi puisse bien comprendre la question, il faut savoir que la blockchain est constituée de deux éléments standards. Il y a un premier élément qu'on appelle le protocole, qui est l'ensemble des règles qui sont définies pour rentrer des informations sur une blockchain. Par exemple, si sur une blockchain, on doit rentrer les informations de votre carte d'identité, il faut créer un protocole qui va dire entrez votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Voilà. Ça, c'est le protocole. C'est-à-dire l'ensemble des règles à suivre pour rentrer des informations sur une blockchain. Et après le protocole, vous avez ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. Et donc, le proof of work, c'est un peu l'algorithme de consensus. L'algorithme de consensus intervient comme la sécurité. Parce que c'est l'algorithme de consensus qui valide les données du protocole et qui rentre l'information sur une blockchain. Donc là, je vois qu'avec la question de M. Diem, il parle plutôt de l'algorithme de consensus, proof of work. Si, par exemple, éventuellement, des blockchains sont créées en Afrique, et éventuellement, si ces blockchains utilisent comme l'algorithme de consensus la preuve de travail en français, est-ce que cela ne pourrait pas représenter un frein? Énergivore, puis non, je sais que c'est la polémique, je ne sais pas si c'est une polémique, mais bon, bref, aujourd'hui, il existe plusieurs types de consensus qui peuvent vous permettre de consommer très peu d'énergie, notamment la preuve privilégiée, qui existe déjà, et ceux qui s'y connaissent un peu en blockchain, Ethereum est en train de migrer de son algorithme preuve de travail, preuve d'enjeu. Donc, bien que si éventuellement au niveau de la réglementation, je sais pas, dans le monde, on trouve que la preuve de travail est un algorithme qui consomme beaucoup d'énergie, rien n'empêche plus migrer sur un autre algorithme de consensus. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que très souvent, les algorithmes, il y en a plusieurs. Il y a un algorithme qui s'appelle la preuve d'autorité, qui concerne le cas de la création d'une blockchain dans un consortium privé. Et là, si les projets doivent être développés par des institutions ou non seulement par des gouvernements, ce ne sera pas ce type d'algorithmes de consensus qui seront utilisés, puisque là, on sera dans le cas d'une blockchain privée, qui est une blockchain privée qui, elle, n'est pas décentralisée, et donc on peut aller sur des algorithmes de consensus de preuve d'autorité, qui consomment moins d'énergie, c'est-à-dire on délègue la validation des transactions à une seule personne. Donc, je pense pas que la preuve de travail puisse être un frein au développement de la blockchain. Les acteurs ont le choix de modifier ou de changer leur algorithme de consensus. Donc, pour ceux qui veulent aller sur voir que ce sera un peu compliqué. Mais bon, c'est pas non plus ce qui va ralentir l'essor de la blockchain. Parfaitement. Alors, M. Guenel, vous avez quelque chose à ajouter pour cette question? Juste rapidement pour répondre à, je peux voir, pour répondre à Zachary, plus l'électricité, plus l'électricité coûtera cher, plus votre projet vous coûtera cher. Donc, plus l'énergie coûtera cher, plus le développement de la blockchain en Afrique coûtera cher. Donc, s'orienter vers d'autres mécanismes et vers d'autres algorithmes serait beaucoup plus intéressant. Et comme Eric disait, il y en a beaucoup qui sont en train de partir du proof of work vers le POS ou le POA parce que
aujourd'hui, avec les initiatives climat, etc., c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, Alors, pour vous, vous pensez que le proof of stake, le proof of stake serait plus propice à certains projets blockchain que d'utiliser du proof of work qui est, oui, je pourrais pas dire en détail exactement comment, mais vu que c'est une tendance que suivent plusieurs projets dans le monde, je pense qu'il y a une raison derrière. et entre-temps aussi, je pense qu'il y a d'autres consensus. Si moi, je peux rajouter quelque chose. Le consensus, je ne choisis pas comme ça au pif. Il faut analyser le projet, il faut analyser les acteurs, qui doit valider les transactions. Est-ce qu'il y a une Ouais, entité qui est choisie pour valider? Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit comme on veut. Tout dépend de la structure du exactement. projet et comment on veut l'implémenter. Parfaitement. Parfaitement. Alors, je pense qu'on est arrivé à terme de notre webinaire. Moi, j'ai plus accès malheureusement aux questions. Bon, j'ai ma machine qui est cramée, donc j'utilise le téléphone comme ça pour pouvoir continuer. Alors, donc, je pense qu'on peut clôturer le webinaire. Je pense qu'on a fait le tour, hein, le tour du débat. On est passé par la finance, aux use case, aux défis et opportunités. On a répondu à quelques questions qu'on avait des auditeurs. Malheureusement, pour des autres, on pourrait pas répondre à vos questions. Mais bon, il y aura d'autres opportunités aussi qui vont, bon, je pense que j'en ai d'autres. Vu que le protocole Bitcoin est de la monnaie, bon, j'en ai quelques-uns. L'énergie ne coûtera. OK. Bon, ça, c'était des interventions. Merci aussi à ceux qui ont Mais là, on intervenu. peut pas. Si on rentre dans ça, on va jamais finir, Bineta. En fait, il y a d'autres aussi qui ont participé, qui ont amené des compléments de réponse dans les commentaires. Donc, eux aussi, bon, merci à vous d'avoir participé, d'avoir mis votre... Notamment à Gisèle, je pense qu'elle a contribué quand même au meeting. Je pense qu'elle a quand même bien participé quand je regarde ses réponses. Parfaitement, parfaitement. Merci à elle et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont intervenu, que ce soit sur les questions ou bien sur les commentaires. Merci à vous. Mais on ne cesserait de remercier assez M. Guenel et M. Dibi qui sont là parmi nous et qui ont partagé leur expérience et leur connaissance sur la technologie blockchain et leur expérience aussi, parce que bon, c'est un secteur qui est juste en train de naître en Afrique francophone et qui n'est pas encore maîtrisé par beaucoup de personnes. Donc, c'est déjà intéressant d'avoir des personnes comme vous, des experts comme M. Dibi, M. Guenel, et qui sont venus faire un partage d'expérience. Merci à vous. Et bon, je vais juste vous donner la parole pour que vous donniez pour votre dernier mot. Et j'espère qu'on se reverra encore dans d'autres panels, dans d'autres opportunités pour qu'on puisse encore parler de blockchain et pouvoir initier les Africains à étudier cette nouvelle technologie. Allez-y, M. Dibier. Mais, bah, quoi dire, merci infiniment de nous avoir suivis pendant cette séance. J'espère avoir apporté les réponses à vos questions ou avoir éclairé votre lanterne sur la technologie blockchain. Pour ceux qui ont pu le noter, je ne suis pas crypto-friendly. J'aime pas trop parler des cryptos, j'aime plutôt parler de la technologie. Mais cela n'empêche qu'il y a des spécialistes de la crypto et vous pouvez vous y intéresser. Raison pour laquelle je pense qu'on a une équipe disciplinaire qui se complète, en fait. Donc, je tenais à vous remercier infiniment et remercier l'organisateur de ce webinaire, Africa Blockchain Forum, qui, je pense, dans les jours à venir, prévoit d'autres événements encore plus sympas. Donc, je laisserai Africa Blockchain vous informer sur la suite de ce processus. Merci infiniment à tous. Et, merci à vous. Merci à vous, monsieur. Pareil. Un grand merci à Africa Blockchain, un grand merci à Kayode Bobarinde. C'est vraiment un plaisir de vous avoir rencontré, Bineta, Eric aussi, et je pense que c'est le début d'une collaboration sur certains ou sur ces sujets-là qui nous tiennent
tous à cœur et dans lesquels on est vraiment très impliqués. Merci à tous ceux qui se sont connectés, qui ont posé leurs questions, qui sont certainement aussi très intéressés par ce qui se fait, surtout au niveau de la technologie blockchain en Afrique. Donc, moi, je reste disponible sur LinkedIn. Si vous tapez mon nom, vous allez me retrouver facilement. Il n'y en a pas deux ou trois, heureusement. Et si vous tapez Eric Dibi, par contre, je pense que vous allez en trouver deux ou trois. Mais Geden de Souza, je suis sûr qu'il y en a qu'un. Il y en a Et pas voilà, beaucoup. il y en a pas beaucoup en tout cas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On reste connecté, on reste ensemble. Mm. Merci beaucoup, vraiment, merci encore une fois à vous deux pour avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Alors, pour ceux qui nous écoutent, donc, n'hésitez surtout pas à les contacter, à les écrire pour avoir plus de réponses à vos questions. Certainement pour ceux qu'on n'a pas répondu et pour ceux que vous aurez encore. Alors, pour information aussi, il y a tout un programme que ABI a prévu maintenant pour l'Afrique francophone. Alors, ABI s'active plutôt dans tout ce qui est formation en termes de blockchain en Afrique. Donc, jusque-là, ils ont travaillé dans les pays anglophones. Et maintenant, il y a tout un programme qui a été établi pour la communauté francophone. Donc, restez connectés et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Suivez ABI sur les réseaux sociaux. Ne manquez pas les opportunités qu'ils vont lancer dans les jours à venir, des formations qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous aider à mieux comprendre la technologie blockchain et pourquoi pas à travailler sur des projets ou bien à améliorer vos entreprises, vos projets dans le sens implanter de la technologie blockchain dans vos projets, dans vos entreprises. Donc, merci encore à tous d'être là. Merci à nos deux panélistes, à nos deux experts qui ont participé à ce webinaire. Donc, on se donne juste rendez-vous à la prochaine et sur d'autres webinaires, Inch'Allah. Allez, au revoir à tous et merci beaucoup.